on va réduire les questions. On va réduire les questions. On va continuer, on va finir. On n'a pas le gouvernement tout le temps ici, donc l'Assemblée, il faut qu'elle soit aussi, voilà, on profite de cette occasion. Donc on va enchaîner 5 questions d'affilée. Donc je vais commencer par Honorable Assoué, Adan Darar, Adan Abdou, Oumma et Doualé. Enchaînement, il faut se féliciter. Nous passons au dernier. Vous êtes certainement fatigué. On va essayer d'être bref et on vous demande d'être attentionné, s'il vous plaît, parce que vous êtes fatigué et ça ne va pas être long. Je vais juste parler de l'éducation nationale, un sujet qui est relatif à l'éducation nationale, surtout aux enseignants, parce que le Premier ministre en avait parlé et après le ministre de l'Éducation nationale avait repris le sujet. Il s'agit d'enseignants que l'USN avait transmis au ministre de l'Éducation nationale pour qu'il puisse réintégrer dans le cadre du dialogue politique USN-gouvernement. En fait, je vais vous expliquer comment la liste a été élaborée. Après, vous allez voir si vraiment l'USN a fait preuve d'irresponsabilité et qu'elle a mis dans la liste des gens qui sont piochés à droite ou à gauche ou pas. Donc, oui, mais c'est comme introduction, là j'y vais, je vais y aller. En fait, il y a 4 commissions, il y a même 5 commissions qui ont géré, qui ont fait. Cette liste a atterri sur 5 commissions différentes qui ont passé leur temps à l'étudier. Il s'agit de une commission suivie USN, une autre commission suivie qui a été mise en place par le Premier ministre, donc commission suivie gouvernement. Il y a également la commission paritaire dont je fais partie. Côté USN, nous avons suivi cette liste-là. Il y a aussi le Haut Conseil. Donc toutes ces listes ont été vérifiées, étudiées, et toutes ces commissions dont je vous parle, ils ont des réunions hebdomadaires et régulières dans lesquelles ils revoient, ils vérifient, ils discutent avec les gens. En tout, il y a à peu près deux réunions par semaine, 3 réunions à droite. Pour chaque commission, il y a entre 1 et 3 réunions. Donc, sur 3 mois, ça fait 90 réunions. Au bout de 90 réunions, dire que presque 100% la liste que l'USN avait fournie au ministre de l'Éducation est complètement fausse. Il y a 1 ou 2 ou 3 ou 5 qui sont justes. Ça ne paraît pas logique tout simplement, mais c'est une question de volonté, je pense. Il y a des erreurs, certes, il y a des erreurs, mais les erreurs, nous les avons répertoriées au nombre de 2. Encore, ce sont des erreurs de forme et pas de fond, parce qu'il s'agit toujours d'enseignants. Un enseignant qui serait normalement destiné au ministre de l'Enseignement supérieur, mais qui a atterri auprès du ministre de l'Éducation nationale, et une monitrice en cuisine qui devrait aller au ministère de la Défense et qui a atterri par erreur là-bas. Ce sont encore des erreurs de forme et pas de fond, puisque ce sont des gens sur lesquels nous maintenons toujours Ma question, en fait, c'est pas une question, c'est même pas une question, c'est pour dire en fait où est le problème. Le problème, c'est que, en fait, nous avons besoin que tout cela soit étudié, de manière objective. Et là, nous demandons au ministre de l'Éducation, qui lui-même avait licencié ces personnes en question, qui avait rallié ces personnes en question, qui les avait écartées pour des raisons que lui seul connaît apparemment, et bien sûr, l'USN connaît aussi ses raisons, elle a ses raisons, et si le ministre a la volonté de le réintégrer, il pourra le réintégrer. Et je dis encore une autre fois, l'USN n'a pas intégré dans la liste un enseignant qui a giflé une femme enceinte, et ça, on peut le vérifier, monsieur le ministre, si vous le voulez bien. En conclusion, je dirais, il y a un poème arabe qui dit à la fin, un long poème qui parle d'enseignants, Kad al-muallimu an yakuna rasula. Et il parle de l'importance et de la grandeur de l'enseignant. Une nation qui valorise ses enseignants, qui se bat pour améliorer la vie et les conditions et la confiance de ses enseignants, c'est une nation qui ne peut que bondir à l'avenir et aller très très loin. Donc nous pensons que ces enseignants ont été mutés abusivement. Si le ministre le dit différemment, il y a des enseignants qui sont mutés à la frontière érythréenne, à la frontière du côté de Djibouti bien sûr, et partout.
et ses enseignants, ils voient leur affectation à ces lieux comme étant une sanction qui leur a été infligée. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous pouvez dire que ce n'est pas une sanction, c'est une nécessité de service, on peut toujours dire tout ce qu'on veut, mais ce qui est important pour la qualité et le fruit à la fin que l'enfant djiboutien va récolter, c'est d'écouter l'enseignant et de voir et de résoudre le problème. Donc, tous ces enseignants dont nous avons listés, ce sont des enseignants qui se considèrent comme étant mutés à ces endroits de manière abusive et pour sanction parce qu'ils ont soutenu l'USN, parce qu'ils ont été militants ou parce qu'ils ont été délégués de bureau au moment des élections des législatives 2013. Donc je dirais, si nous tombons d'accord, si nous nous mettons d'accord pour travailler sur le sujet main dans la main et de valoriser nos enseignants, de les réintégrer, on ne peut qu'aller de l'avant et tout ça dépend bien sûr de la volonté du ministre de l'Éducation, ici présent. Je vous remercie. Salam alaikum. Monsieur le Premier ministre, messieurs et mesdames les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne serai pas long dans mon intervention, je voudrais juste poser deux petites questions de façon succincte ici. La première serait sur le développement économique des régions. Monsieur le Premier ministre, les régions en fait, économiquement, les régions ont décollé depuis belle lurette. Certaines viennent de les rattraper. C'est juste de Bok et par exemple de l'aéroport qui a été la première pierre a été posée il n'y a pas longtemps. Vous nous avez dit l'année dernière ici que le développement des régions était par spécificité et non par favoritisme. Donc, la région du Dikil, depuis l'année dernière, attend encore que son potentiel soit valorisé. Donc, à quand la valorisation du potentiel de la région du Dikil? À quand des investissements vraiment touchables et vraiment mémorables dans la région de Dikil et qui pourraient, dans ce sens, motiver pas seulement l'investissement, mais lutter également contre le chômage et la délinquance à Dikil. À quand? Merci donc pour cette première question. Pour une deuxième, il faudrait remercier cet effort qui a été consenti par le gouvernement et surtout par le ministre de l'Énergie. Nous avions évoqué l'année dernière ici le coût de l'électricité et surtout le coût de l'électricité dans les régions. Donc, un effort a été vraiment consenti et j'en remercie. Mais il reste encore un tout petit problème encore, c'est que dans les régions et surtout dans la ville, les petits commerces sont classés dans une catégorie dite générale où le kilowattheure est vendu à 62 francs. Donc imaginez un tout petit peu, alors qu'à Djibouti, par exemple, dans les grands consommateurs comme Al-Gemil ou comme plus ou moins comme Napoléon, où j'ai vu vraiment la facture dans une petite enquête que j'ai faite, le kilowattheure leur est vendu à 50 francs. Est-ce que ça ne décourage pas le commerce? Est-ce que ça ne décourage pas les petits commerces que l'électricité leur soit vendue à 62 francs? Imaginez une petite boutique à Mouloud ou à côté qui généralement ne peut vendre qu'un sac de riz par mois. Comment pourrait-elle s'en sortir et à côté utiliser de l'énergie à 62 francs? Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, honorables, chers collègues. Je vais tout d'abord parler décentralisation, donc ça fait partie de l'aménagement du territoire. La décentralisation initiée il y a presque 15 ans bientôt est toujours en panne. Elle avait été en fait négociée entre 2000 et 2001 pendant 18 mois au sein d'une commission bipartite que j'ai co-présidée lors des négociations gouvernement fruits d'armée conclues le 12 mai 2001. À ce sujet, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit, je vous cite, « Les institutions décentralisées seront renforcées dans toutes les régions de l'intérieur. Les financements sont acquis pour équiper les chefs-lieux de toutes les régions et les travaux commenceront prochainement. » C'est un constat et un aveu qu'il m'est agréable d'entendre ici de votre part, car si 15 ans plus tard, elles ont besoin d'être renforcées,
c'est précisément parce qu'elle a été vidée de sa force et de sa substance par cette Assemblée même. Les financements sont acquis, nous dites-vous, pour équiper les chefs-lieux de toutes les régions. Fort bien. Si ces travaux commenceront prochainement, c'est qu'aucune action n'a été entreprise par le gouvernement et les institutions décentralisées durant ces 15 années. Voulez-vous par conséquent, Monsieur le Premier ministre, nous préciser quelles solutions concrètes prévoyez-vous pour y pallier, compte tenu que les problèmes de la décentralisation ne sont pas uniquement d'ordre financier ou matériel, mais également et surtout institutionnel, comme vous venez de le reconnaître. Par la suite, je vais parler des médias publics, l'accès aux médias publics. L'accès de l'opposition aux médias publics, maintes fois annoncé, tarde à se concrétiser. En effet, la décentralisation, voire la démocratisation de cet outil public, prévu par notre Constitution comme par tous les accords passés et actuels, subissent des entraves intolérables et des blocages incessants. À y voir de près, non seulement les membres de l'opposition, mais aussi les membres de la majorité de cette auguste Assemblée, comme certains membres du gouvernement aussi, sont concernés et se plaignent de ces censures qui atteignent des proportions inquiétantes. Alors ma question est, d'où vient ce blocage et pourquoi autant de complaisance face aux entraves à l'encontre d'une question d'une telle importance et qui constitue un des piliers majeurs de la bonne gouvernance, voire d'un état de droit. Par la suite, je vais parler du chômage. Les grands projets de développement initiés dans notre pays ne semblent pas pour autant générer des emplois suffisants pour faire baisser le taux de chômage qui avoisinerait toujours les 60%, sinon plus, dans certaines régions. Pourquoi? Le gouvernement entend, Monsieur le Premier ministre, selon vous, amorcer en outre la création d'autres activités génératrices d'emplois. Pouvez-vous nous éclairer en quoi consisteront ces activités? Bref, de quelles activités s'agit-il? Sur le plan social, à quand la normalisation de la situation syndicale qui perdure dans l'impasse depuis bientôt 20 ans dans notre pays? Quand comptez-vous régulariser la situation professionnelle et salariale avec tous leurs droits pertinents des dirigeants syndicaux de l'UDT et de l'UGTD licenciés pour fait de grève et engagement syndical depuis septembre 1995 et 1996 et dont vous aviez inscrit la régularisation dans les programmes électoraux de l'UMP aux législatives de 2008. Je vous rappelle également que ces syndicalistes demeurent toujours interdits de travail depuis. Je n'oublie pas aussi ceux du port licenciés en 2005 et qui aussi attendent d'être régularisés. Je vais parler des régions, surtout de la région de Boko. Excellence, vous avez dit, je vous cite encore une fois, en parlant cette fois de l'égalité des genres, mais surtout du développement régional, vous avez dit, il n'est pas possible de laisser hors de ce combat la moitié de la population, il s'agirait donc de femmes, comme il n'est pas possible de laisser des régions hors de ce développement. Fin de citation. Or, il est de notoriété publique et avérée que la région d'Obok, dont vous et moi nous sommes originaires, est le parent pauvre de notre République. Une région oubliée de tout processus de développement depuis l'indépendance, mais qui, fort heureusement aujourd'hui, vient d'avoir la promesse d'un développement touristique d'un promoteur étranger. Mais outre cela, qu'a prévu la République pour cette région sinistrée dans son programme de développement? Et en dernier ressort, je parlerai de l'éducation. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je voudrais vous informer que dans aucun pays du monde, il n'y a d'âge limite pour accéder à l'université. Or, une exclusion systématique basée sur l'âge existe et perdure contre vents et marées à Djibouti. Et des dizaines, voire parfois des centaines d'élèves alors admis au bac en font les frais chaque année. Donc, pourquoi cette discrimination insensée? Ensuite, par ailleurs, la qualité de l'éducation s'étant tellement dégradée que les élèves en licence
ne savent pas écrire une demande d'emploi en français. C'est d'autant plus dramatique que nos diplômés, qui seront à leur tour enseignants, vont propager leurs carences et insuffisances qui iront en s'empirant pour de nouvelles générations. À quand et comment mettre un terme à cette tragédie sur le plan éducatif? J'en ai fini. Merci pour votre attention. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs le gouvernement, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames, Messieurs, et merci pour votre applaudissement. Au terme de 2 semaines réglementaires, début de ce 16 mars 2015, la traditionnelle séance publique portant le débat sur la politique générale du gouvernement, politique qui nous a été présentée ici même par les premiers ministres le 1er mars. Touchant à la représentation de nos compatriotes expatriés de par le monde, en intervention sollicite des éclairages appropriés de la part du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Si la sagesse populaire nous enseigne que le voyage à l'étranger comporte pour l'individu du nombre de bienfaits, il n'en reste pas moins vrai que cet éloignement de chez soi et de ses siens comporte aussi certains obstacles. À ce titre, je voudrais quérir de la part des chefs de la diplomatie djiboutienne une double réaction. Ma première question. Compte tenu de l'importance de nos compatriotes à l'étranger et de la protection consulaire dans le respect de règles diplomatiques en vigueur, pourquoi notre pays ne dispose pas d'une ambassade au Sénégal? Ce qui est dernier attribue à une hospitalité fraternelle de plus en plus djiboutiens. Ma deuxième question. Au Maroc, les bourses nationales allouées à nos étudiants transitent par la France, et ce qui engendre par d'ailleurs une certaine lenteur dont les concernés sont victimes régulièrement. En ce sens, pouvez-vous, Excellence, nous éclaircir sur les tenants d'aboutissement sur les procédures en cours? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le 1er mars, j'avais préparé 50 questions. Laissez-moi finir. Et comme il y avait des contraintes, j'ai diminué encore jusqu'à 30. Mais je ne sais pas si je pouvais poser les 30 questions. Je vais essayer de poser dans le temps imparti pour moi, le maximum que j'arrive à poser. Merci. Ma première question, j'entends ma première question. Monsieur le Premier ministre, pour que les investisseurs étrangers arrivent chez nous, je ne parle pas des CCE, que l'on connaît, ils ont besoin d'un milieu d'affaires sain, des statistiques nationales viables, des études de marché et non les chefs à décider, d'un Parlement qui débatte tous les accords et contrats comme ceux de DP World et des Chinois, des syndicats, des travailleurs, des appels d'offres, des marchés publics pour préserver les deniers publics et distribuer légalement la richesse au lieu du gré à gré. L'arrêt du culte de la personnalité, des institutions fortes et non une personne forte, l'arrêt définitif du monopole, je dis bien du monopole, les exclusivités sur la nourriture, sur le gaz et récemment la viande, des juridictions qui rétablissent le droit, d'une absence de corruption dans les institutions, d'absence de népotisme, d'embauche pour la compétence, des statistiques, j'avais dit ça, pour comprendre le pourquoi de comment, des audits justes et utiles, des débats socio-économiques et politiques, des contre-pouvoirs dans l'administration. À quand tout cela, Monsieur le Premier ministre? Ma deuxième question, c'est éducatif. Dans le monde entier, l'éducation privée et la formation continue sont considérées comme des partenaires. Le ministère de l'Enseignement supérieur du gouvernement djiboutien considère lui aussi comme un partenaire. Mais
Celui de l'éducation nationale, quant à lui, souhaite fermer les écoles privées. Pourquoi cette contradiction du gouvernement? J'entame la troisième question. Vous avez parlé de l'emploi des Djiboutiens, Monsieur le Premier ministre. Alors que vous laissez emporter des peintres, des plombiers, des soudeurs, des techniciens de service et même des ouvriers. Les cas des Indiens qui ouvrent des agences de voyage, j'avais parlé au ministre du Travail récemment en commission, ou celui qui travaille, ou un Indien qui travaille, ou des Indiens qui travaillent dans une grosse firme qu'on appelle Bolloré et qui reçoit, je dis bien c'est clair, j'ai dans ma poche, une carte de séjour au nom d'un coopérant qui travaille à une direction du ministère des Finances, du budget plutôt. Et il travaille, il est indien, il travaille à la société Bolloré. Et il a reçu une carte séjour travaillant en tant que coopérant d'une direction du ministère du budget. Vous allez trouver, c'est très simple. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Voulez-vous bien combattre ce chômage et ces Indiens qui travaillent, il a pris la place de 4 Djiboutiens. C'est clair, c'est un point clair. Il a pris la place de 4 Djiboutiens. Et il travaille lui seul. Donc je passe ma quatrième question. Vous parlez d'une meilleure protection au sujet de la justice. Les citoyens ne peuvent recevoir une justice depuis trop longtemps. Les arrêts ne sont jamais rédigés. Et tant qu'un arrêt n'est pas rédigé, la justice n'est pas rendue. Il faut savoir ça. Les plaignants sont bloqués tous les jours devant le tribunal pour ne pas demander de jugement. La loi dit clairement que les audiences sont bibliques et on ne peut pas accéder. Moi, député parlementaire, je ne peux pas rentrer à une audience alors qu'elle est biblique. Un exemple concret. Un jugement rendu en 1999 contre une assurance où l'assurance a été condamnée 6 millions, la famille n'a pas reçu jusqu'à présent l'arrêt du jugement. Elle ne peut pas bénéficier des dédommagements prévus par la justice qui n'a pas été rendu parce qu'elle n'a pas rédigé l'arrêt. Voulez-vous provoquer une opération d'écriture de jugement des arrêts rendus déjà pour que justice soit rendue, au moins pour les anciens dossiers? Voulez-vous accepter enfin l'accès aux audiences des Djiboutiens, des plaignants? Ma cinquième question, Monsieur le Premier ministre, Djibouti fait partie des pays où la corruption est le plus élevée. L'indice de perception de la corruption, qui est de 2,9, nous classe parmi les derniers pays. C'est véritablement une catastrophe. La corruption, comme vous le savez, est définie scientifiquement comme étant l'habit d'une fonction biblique à des fins d'enrichissement personnel. Les gré à gré des 4,9 millions de contrats de marché du finance en est une preuve concrète. Trouvez-vous normal que votre gouvernement n'ait entrepris aucune politique concrète pour combattre ces fléaux nationaux? Je ne vous parle pas de séminaires et de statistiques affichées. D'ailleurs, aucun mot, ni aucune définition sur la corruption n'apparaît dans votre document, Monsieur le Premier ministre. Donc je vais aller à ma sixième question. L'urbanisme et l'habitat sont les signes de la malgouvernance. Je comprends que les colonisateurs, les Français qui colonisaient ici, évitaient de constructions bien ordonnées. Je comprends. C'était leur façon de nous dominer, de nous espacer. Les ambulances et les bombiers ne pouvaient pas rentrer facilement. Et c'est leur façon de nous occuper mentalement et physiquement. Il faut continuer cette méthode constructive archaïque. En 2015, la ville de Diredawa, Hargeisa ou Boroma sont mieux ordonnées avec des rues de 16 mètres de long. Apparemment, mes questions chauffent la salle. Avant, ce n'était pas comme ça. À quand des voies bibliques espacées où, Monsieur le Premier ministre, c'est votre façon de rester au pouvoir? Je vais aller à ma septième question. Une étude réalisée, c'est dans le milieu éducatif, une étude réalisée aux États-Unis, citée dans le New York Times, dit que malgré les gadgets et les outils technologiques inventés, on a du mal à s'en passer l'enseignant et de la richesse
qu'il y a dans l'interaction qu'il noue avec les élèves. Lorsque le ministère de l'Éducation méprise les enseignants tous les jours, à coup d'humiliation et d'imitation, n'est-il pas en train de piétiner en la qualité? Une tablette ne peut en aucun cas... Oui. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Merci. Une tablette ne peut en aucun cas remplacer un enseignant de qualité. De plus, la gestion du département de l'éducation nationale est très décriée. Pensez-vous que cette gestion a vu à l'émotion et à la discrimination est de nature à améliorer la qualité de l'enseignement? Je vais rentrer ma dernière question, qui est la question 8. Depuis trop longtemps, c'est ma dernière question, Monsieur le Président, je vais abandonner les autres questions parce que le... Ah, merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Laissez-moi, Monsieur le Président. Ok. Ça fait plaisir. Il reste une dizaine, pas plus. Aïe, 3. 3, Monsieur le Premier ministre. 1 minute 30 secondes. Ok. Depuis trop longtemps, vous parlez le développement de la pêche, alors qu'on est incapable de vendre des poissons aux régions de l'intérieur, à ma ville natale, à Lissabie. Et n'en parlons pas de l'Éthiopie, où les poissons de Berbera, je dis bien les poissons de Berbera, Hargeisa, en Somaliland, sont vendus à Deredawa. J'en ai mangé, et je connais. À 100 km d'ici, ma ville natale, à Lissabie. Ma question suivante. L'usine de dessalement d'eau, l'usine de dessalement d'eau de mer de Doralé devait être commencée il y a 4 ans. Avez-vous accepté la construction de cette usine pour quitter l'absence d'eau que vous nous imposez? J'ai fini et je vous remercie. Merci. J'invite donc le ministre de la Recherche. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, honorables députés. Honorable député Adan Abdou a posé des questions légitimes et je répondrai de façon légitime et claire. Il est vrai qu'un certain nombre de pays acceptent des étudiants à tout âge. Nous ne pouvons pas malheureusement s'offrir ces luxes parce que nous avons pour l'instant des infrastructures qui ne nous permettent pas d'accueillir tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, notre système scolaire fait qu'un bachelier arrive à l'université à l'âge de 17, 18, s'il a triplé, allez, 19 ans. Pourquoi attend-il l'âge de 23 ans pour venir s'inscrire à l'université? Je me pose la question. L'autre élément qu'il a parlé, l'insuffisance au niveau de la langue française, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, il y a à ce niveau-là un certain nombre de lacunes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et le premier élément, c'est tous les professeurs aujourd'hui à l'université acceptent de suivre eux-mêmes des cours pédagogiques pour comment enseigner. Parce que ce n'est pas parce que l'enseignant est sorti de l'université avec un doctorat qu'il est un bon enseignant. Donc nous formons nos enseignants aujourd'hui à enseigner. Et j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'il y a comme prérequis pour qu'un étudiant puisse suivre des études à l'université. Tous les étudiants bacheliers qui nous viennent et qui ont réussi le bac à l'écrit, pour cela, il n'y a aucun problème. Le niveau est plus qu'excellent. Avec mon collègue de l'Éducation nationale, nous sommes en train aujourd'hui de travailler pour ceux qui sont reçus au bac à l'oral. Et souvent, le problème se pose avec ces étudiants. Maintenant, est-ce qu'il faut les mettre en marge de la société ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il faut que nous faisons ce travail, comme je disais tout à l'heure, de prérequis et leur donner les moyens pour qu'ils puissent non seulement suivre des études au niveau de l'université, mais leur donner également d'autres opportunités au point de vue enseignement technique. Je voudrais rassurer ces députés que nous ne laissons aucun étudiant en marge, qu'au contraire, nous cherchons les solutions adaptées pour que nos étudiants puissent réussir dans la vie universitaire ou ailleurs quand ils ne peuvent pas réussir au niveau de l'université. Je vous remercie. Donc j'invite le ministre des Affaires étrangères. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, honorables députés.
L'honorable député Ouma a posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'ambassade au Sénégal. Nous aimerions ouvrir des ambassades un peu partout parce que nous avons des intérêts dans beaucoup de pays. Mais il faut savoir que l'ouverture d'une ambassade coûte extrêmement cher, honorable député. Nous essayons d'ouvrir les ambassades sur la base de 3 critères très importants. Il y a d'abord le critère politique, et ces critères politiques, nous essayons de les respecter, même si l'ouverture d'une ambassade dans un pays donné ne rapporte pas forcément sur le plan économique et sur le plan de la coopération. C'est le cas, par exemple, de l'Érythrée, de certains pays voisins, mais nous sommes dans l'obligation de maintenir ces représentations diplomatiques pour les raisons que je viens d'évoquer. Le deuxième critère sur lequel nous nous basons pour pouvoir ouvrir une ambassade ou une représentation diplomatique, c'est le critère économique, la coopération et toutes les retombées que cela peut avoir sur l'économie de Djibouti. Je crois que je n'ai pas besoin de m'étaler sur ce point-là. Le troisième critère qui est très important, qui vient d'être évoqué, c'est la présence de la diaspora ou de la... On préfère parler des Djiboutiens vivant à l'étranger que de diaspora, connaissant les connotations de ce mot de diaspora. Et nous essayons donc de voir dans quelle mesure où la présence des citoyens djiboutiens peut susciter l'intérêt ou la nécessité d'ouvrir une ambassade. Vous avez évoqué la question, je dirais, le pays qui est le Sénégal. Il y a beaucoup d'étudiants, effectivement. C'est un pays important en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, notre pays n'a pas de représentation diplomatique. Donc j'y pense, nous y pensons au niveau du gouvernement assez sérieusement. Il faut voir dans quelle mesure on pourrait envisager cette possibilité, mais il faut savoir que les contraintes budgétaires sont toujours là pour nous rappeler qu'il est difficile de faire fonctionner une chancellerie avec les moyens dont nous disposons. La question de savoir pourquoi les bourses ne sont pas directement gérées par le Maroc, par exemple pour les étudiants qui sont au Maroc, il faut savoir que les bourses sont octroyées à des étudiants qui ne sont pas seulement au Maroc, mais dans beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays. Mais les technologies ont évolué aujourd'hui. Le transfert se fait automatiquement en fait. Et la présence du payeur ou de l'agent chargé d'octroyer ou de distribuer les bourses n'est même plus essentielle de nos jours. Et Paris, à travers le bureau de bourse qui se trouve à Paris, et dès que les bourses sont virées par le Trésor national, les transfèrent automatiquement dans les comptes des étudiants. Et donc ce bureau sera certainement amené dans un proche avenir à ne plus exister parce qu'aujourd'hui les économies qu'on doit faire sur nos dépenses, que ce soit pour nos étudiants, que ce soit pour nos chancelleries, sont des priorités du gouvernement et je rassure par là mon collègue du budget, je ne voudrais pas vous stresser, mais il y a certainement des possibilités d'ouverture d'ambassades, de relocalisation d'ambassades à envisager, de missions peut-être, mais nous nous appuyons aussi sur des consulats. Vous savez que la représentation diplomatique, comme chancellerie, ambassade, n'est pas une nécessité absolue dans certains pays. Nous nous appuyons sur des consulats honoraires. Par exemple, au Sénégal, nous avons une dame djiboutienne, consul honoraire, qui suit les intérêts de nos étudiants. Donc, il y a aussi d'autres alternatives et d'autres possibilités, mais je vous remercie d'avoir posé la question. Ça me permet de prendre la parole et merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre. Je ne crois pas sur la question concernant la personne qui a eu une pièce d'identité, un carte de séjour, de façon probablement frauduleuse, qui m'a été adressée, mais comme la direction de domaine est évoquée dans la question, j'aimerais bien rassurer le député de Halle qu'il m'a expliqué que la personne, c'est un Indien qui travaille à Bolloré, qui a eu une carte de séjour comme quoi il travaille au domaine. Alors qu'il n'a jamais mis le pied au domaine. Maintenant, je vais diligenter rapidement
une enquête auprès des institutions concernées pour identifier, pour faux, usage de faux. Oui, il a les copies, il va nous transmettre et nous allons prendre... Non, il n'en a pas, J'ai posé là. Je lui ai demandé, il n'en a pas. Il va nous transmettre et une fois qu'on a les preuves, nous allons diligenter une enquête auprès de la police et de la gendarmerie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, la question sur les écoles privées. Je pense que le pays où les écoles privées ont le plus de privilèges est la République de Djibouti. Je vous explique pourquoi. Si certains ont une école privée et qu'elle a été fermée ou elle a envoyé un avertissement, il faudrait qu'ils puissent peut-être respecter les textes et les règles qui sont établis. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fermé aucune école privée. Ça, c'est un. Mais ces écoles privées qui ne remplissent pas les textes et les règles qui sont là se verront fermées, puisqu'ils ont ouvert leurs écoles sans avoir un agrément d'abord. Il faut avoir un agrément formel pour pouvoir ouvrir une école privée. Réunir des conditions qui sont écrites sur les textes au préalable. Donc des écoles sont ouvertes et ils n'ont ni agrément ni les conditions. Autre, les députés se soucient du chômage des jeunes diplômés. Quelque chose que je partage. Mais pour que ces jeunes puissent avoir, il faudrait qu'aussi dans les écoles privées des postes se libèrent. Une décision a été prise en expliquant, en s'appuyant sur les statuts des fonctionnaires et disant que un enseignant ne peut pas faire en même temps une activité lucrative. C'est-à-dire, il est enseignant et en même temps, il enseigne au privé. Cela engendre des erreurs et des fautes que vous le dites. Le député qui est là m'a interpellé d'absentéisme. Aujourd'hui, aucun enseignant du public est absent de son poste de travail, ou presque aucun. Néanmoins, lorsque on permet à l'enseignant du public à enseigner en même temps privé, je prends un exemple. Un de vous, le matin, il travaille au niveau de l'enseignement public. Après, l'après-midi au privé, son rendement diminue. La manière dans laquelle il doit transmettre, parce que c'est un être humain, faire 40 heures au privé et après 20 heures. Et après, comme si c'était une agence sociale, on s'absente sur celui du public pour pouvoir gonfler le mois suivi du privé. Certaines personnes qui sont là, les députés qui étaient issus de l'éducation, ils connaissent bien le problème. Donc, pour pouvoir que les enseignants, qui sont les êtres les plus importants à mon sens dans la République du Djibouti, et que jour et nuit qui me quittent le sommeil, contrairement à ce que disent d'autres, puisque mes collègues peuvent y témoigner, et les députés qui sont ici, ceux qui ont les yeux ouverts, peuvent témoigner tout ce qui a été fait pour l'enseignant. Et même le ministère du Budget qui est là, se plaint jour et nuit pour la question de l'enseignant. Ils me disent que tout Djibouti n'est pas enseignant. Puisque tout dossier d'enseignant, pour même accélérer les choses, je le suis personnellement. Pour que ce soit leur droit, mais exiger leur devoir n'est pas un délit. Comme vous le savez, puisque si nous n'exigeons pas le devoir, l'enseignant qui était sérieux, qui était assidu, et l'autre, si nous mélangeons, nous n'arriverons à rien. Donc exiger n'est pas un délit. Pour les enseignants de l'école privée, encore une fois, l'année dernière, nous avons fait une réunion pour toutes les écoles privées, dans lesquelles nous nous sommes convenus de leur donner les lignes claires, les écouter et ensemble venir à des solutions concrètes. Ces solutions disant que, pourquoi si certains ont une école privée et qu'elle a été fermée ou elle a envoyé un avertissement, il faudrait qu'ils puissent peut-être respecter les textes et les règles qui sont établis. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fermé aucune école privée. Ça, c'est un. Mais ces écoles privées qui ne remplissent pas les textes et les règles qui sont là se verront fermées, puisqu'ils ont ouvert leurs écoles sans avoir un agrément d'abord. Il faut avoir un agrément formel pour pouvoir ouvrir une école privée. Réunir des conditions qui sont écrites
sur les textes au préalable. Donc des écoles sont ouvertes et ils n'ont ni agrément ni les conditions. Autre, les députés se soucient du chômage des jeunes diplômés, quelque chose que je partage. Mais pour que ces jeunes puissent avoir, il faudrait qu'aussi dans les écoles privées des postes se libèrent. Une décision a été prise en expliquant, en s'appuyant sur les statuts des fonctionnaires et disant que un enseignant ne peut pas faire en même temps une activité lucrative. C'est-à-dire, il est enseignant et en même temps, il enseigne au privé. Cela engendre des erreurs et des fautes que vous le dites. Le député qui est là m'a interpellé d'absentéisme. Aujourd'hui, aucun enseignant du public est absent de son poste de travail, ou presque aucun. Néanmoins, lorsque on permet à l'enseignant du public à enseigner en même temps au privé, je prends un exemple. Un de vous, le matin, il travaille au niveau de l'enseignement public. Après, l'après-midi au privé, son rendement diminue. La manière dans laquelle il doit transmettre, parce que c'est un être humain, faire 40 heures au privé et après 20 heures. Et après, comme si c'était une agence sociale, on s'absente sur celui du public pour pouvoir gonfler le mois suivi du privé. Certaines personnes qui sont là, les députés qui étaient issus de l'éducation, ils connaissent bien le problème. Donc, pour pouvoir que les enseignants, qui sont les êtres les plus importants à mon sens dans la République du Djibouti, et que jour et nuit qui me quittent le sommeil, contrairement à ce que disent d'autres, puisque mes collègues peuvent y témoigner, et les députés qui sont ici, ceux qui ont les yeux ouverts, peuvent témoigner tout ce qui a été fait pour l'enseignant. Et même le ministère du Budget qui est là, se plaint jour et nuit pour la question de l'enseignant. Ils me disent que tout Djibouti n'est pas enseignant. Puisque tout dossier d'enseignant, pour même accélérer les choses, je le suis personnellement. Pour que ce soit leur droit, mais exiger leur devoir n'est pas un délit. Comme vous le savez, puisque si nous n'exigeons pas le devoir, l'enseignant qui a été sérieux, qui a été assidu, et l'autre, si nous mélangeons, nous n'arriverons à rien. Donc, exiger n'est pas un délit. Pour les enseignants de l'école privée, encore une fois, l'année dernière, nous avons fait une réunion pour toutes les écoles privées, dans lesquelles nous nous sommes convenus de leur donner les lignes claires, les écouter et ensemble venir à des solutions concrètes. Ces solutions disant que si l'enseignement privé doit se régulariser, mais avec ses propres moyens. Certains disent que nous sommes des écoles sociales, que nous ne pouvons pas nous passer des enseignants de l'État, que nous ne pouvons pas faire X ou Y. Nous avons même étudié la question de leur mettre des petites subventions au niveau de l'éducation, par exemple sur l'électricité ou l'eau, arriver à leur faire une contribution, mais qui puissent respecter les textes, qui puissent recruter leurs enseignants. Le ministère est prêt pour les former. Le centre de formation qui est ici, ces enseignants, comme tout autre enseignant, entreront et ils auront une formation adéquate. Cette année, nous l'avons donné jusqu'à la fin de l'année pour qu'ils puissent nous transmettre leur liste d'enseignants à former, comme ça, pour qu'ils puissent être indépendants avec leurs propres enseignants. Donc, au contraire, c'est un partenaire privilégié dans lequel nous motivons, mais nous voulons faire les choses dans les règles. Mais s'ils bafouent les règles et ferment les écoles privées, ça, je ne comprends pas. Pour ce qui est des enseignants, tous, vous y connaissez mieux. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et au niveau de tout le gouvernement djiboutien, l'enseignant est le meilleur pour moi et pour les autres, j'en suis sûr, cadre djiboutien, qui est privilégié. Et suivre son encadrement, une école a été prévue simplement pour eux, pour l'encadrement pédagogique, qui verra le jour très prochainement. Il y a des recrutements, que ce soit en matière de conseillers pédagogiques, que ce soit des inspecteurs qui vont voir le jour pour un meilleur encadrement aussi. Mais je voudrais dire aux députés que ce soit la torture que vous en parlez, que ce soit la corruption, que autre, nous ne l'avons pas vu. Dama, il est jeune. Il parle des choses qui sont vraies aussi. Voilà. Mais moi, j'aurais préféré que quand l'honorable député vient parler comme il veut ici, il faut le laisser parler. Il faut qu'il vive tout ce qu'il a. Il faut le laisser parler parce que les gens, la population djiboutienne verra qui sont l'opposition qui veut l'alternance politique.
Et qu'il le fasse. Non, qu'il le fasse. Au contraire, il faut montrer la liberté d'expression, mon camarade. Il faut qu'on sache qui vous êtes. Il faut qu'on sache qui vous êtes. C'est bien. C'est bien de parler ainsi, d'insulter tout le monde. C'est peut-être une bonne chose pour toi, mais nous sommes prêts à répondre. Mais quand c'est des questions pareilles, moi je les mets de côté, c'est pas la peine. Je préfère répondre à des questions qui sont concrètes, pour lesquelles vous avez des preuves. À l'instant, vous avez dit que vous avez la carte dans la poche et maintenant vous ne l'avez plus. Bon. Je vais quand même répondre aux questions qui sont sérieuses, qui ont été posées par les honorables députés. J'avais oublié de répondre à la question de l'alternance. De l'alternance, oui, pourquoi pas. L'alternance, on est là. Nous nous faisons copieusement insulter. On ne dit rien. C'est ça? Qu'est-ce qu'on veut, nous? On se fait copieusement insulter devant tout le monde. Et nous acceptons en tant que gouvernement. Et on ne dit rien. Mais les textes qui sont prévus, ils sont prévus pas pour ce gouvernement, ils sont prévus pour le pays. C'est le pays c'est même des gens de chez vous qui ont élaboré la Constitution, qui a été proposée, reproposée deuxième fois, 4 parties, après multipartisme intégral. Nous avons récupéré ce document. Merci. Ça, c'est des gens qui sont actuellement avec vous, qui nous ont fait cette proposition et nous acceptons. Sur le développement des régions, effectivement, j'avais parlé de dire que chaque région a des spécificités particulières. Et nous avons dit effectivement que la région de Dikil, c'était une région agricole. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien, moi, des années où on amenait beaucoup de tomates de la région de Dikil et qui étaient vendues ici à Djibouti. Et même il y avait des bailleurs tels que la Banque de développement qui avait investi dans cette région parce qu'on voyait qu'il y a une production agricole assez conséquente. Certes, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que, effectivement, l'oued Gobaad, sur lequel se faisait la culture, a tellement rongé sur le terrain agricole qu'il ne reste pas grand-chose, mais il y a toujours cette possibilité de faire de l'agriculture puisque c'est une zone quand même agricole. Et tout à l'heure, quand je parlais des choix stratégiques, la question qui m'a été posée, j'avais dit que nous n'avons pas abandonné d'amener l'eau de Awash vers le Hanlé, mais cette fois-ci uniquement pour des questions agricoles et non pas pour l'eau potable. Donc ça montre quand même que nous n'avons pas abandonné. Je dis bien, aucune région ne sera abandonnée. C'est vrai que pour Ali Sabié, il y a eu des investissements qui sont faits. Ces investissements aujourd'hui, bon, peut-être ça commence à démarrer, mais ça va venir. Nous avons taxé le ciment qui viendrait de l'étranger pour que le ciment djiboutien, le ciment d'Ali Sabié, soit vendu à Djibouti. Et non pas des ciments qui viendraient de l'étranger. Nous avons taxé ces ciments-là. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous devons tous voir si ce sont des programmes qui doivent marcher en principe dans le pays. En ce qui concerne la région de Tadjoura, c'est vrai qu'il y a le port, mais il y a aussi la route que vous avez oubliée. Il y a aussi le chemin de fer qui est en cours. Ce sont quand même des programmes rentables et qui va alimenter la région du nord d'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, quand même, c'est presque 100 millions d'habitants. Donc, le besoin est tellement énorme que même les ports que nous avons faits ici ne pourront pas tous suffire à alimenter l'Éthiopie et toute la zone de la Comesa. Concernant la région de Bok,
Tout à l'heure, quelqu'un disait elle a été délaissée. J'ai dit pourquoi délaissée? Nous avons développé la pêche. C'est d'abord à Obok qu'on a développé la pêche. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Obokois ne veulent pas tous s'élancer dans le domaine de la pêche, puisqu'il y a eu, c'est pas uniquement à Obok, hein, c'est pour toutes les régions. Il y a eu les trafics d'êtres humains qui a été juté pour eux. Mais sachez que le ministre de la Justice a déjà prévenu comme quoi ces gens-là seront sévèrement punis. Et pas plus tard que ce matin, on a ouvert un séminaire sur ce sujet, contre le trafic humain, et ce qui est considéré comme un crime avec des gens des Nations Unies et des pays européens. Donc ça sera sévèrement puni, il faut que vous le sachiez. Mais je sais que ça a été rentable à un moment donné, parce que les gens, mais ça c'est une très mauvaise chose, puisque ce sont des êtres humains comme toi sur lesquels vous essayez de tirer de l'argent. Pour Obok, je dirais, est-ce que le député a oublié que c'est à Obok qu'il y aura le premier barrage du pays? C'est un barrage d'écrêtement, c'est le seul qui est dans le pays, c'est à Sadaï. Vous connaissez très bien Sadaï, M. Adel, même si ce n'est pas votre pays, même si ce n'est pas votre localité. Par contre, il y a aussi l'aéroport qui est en train de se construire sur Siyan. Et il y a aussi toute la zone touristique entre Siyan jusqu'à Khorangar, voire jusqu'à Goudoria. Et tout ça, ça fait quand même partie des progrès que nous avons fait en matière à ce que les régions soient autonomes, se développent tout seuls. En ce qui concerne les moyens que j'ai dit que je mettrai à la disposition des régions, c'est vrai. Maintenant, nous avons des financements pour cela et nous allons renforcer la gouvernance au niveau des régions. C'est un exemple que je donne. La première instance au niveau de la justice, il faut qu'il se fasse dans la région. Que les gens, au lieu de venir ici, qu'ils viennent au moins en appel ou à la rigueur à la Cour suprême. Mais quelqu'un qui a eu un délit dans la région d'Ali Adé, le pauvre va se déplacer d'Ali Adé jusqu'à Djibouti pour écouter tous les jours. Après, il n'a pas un endroit pour aller dormir. Et ça, c'est très mauvais. Et donc, la décentralisation doit commencer vraiment à se faire sentir à partir du moment où on met en place toutes les juridictions nécessaires. Médias publics. Moi, je pensais que dernièrement, quand on a eu quand même des réunions avec l'opposition, nous avons quand même été félicités, puisque les tournées de l'opposition dans le pays, qu'il soit dans Djibouti-Ville ou ailleurs, étaient médiatisées. Et même, vous avez été escortés à votre demande par les gendarmes, par la police, pour assurer vos propres sécurités. C'est vous qui avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, soit. Mais, quelle qu'elle soit, s'il y a des améliorations à faire, nous sommes prêts. Nous sommes ouverts au débat quand elles sont sincères. Quand il y a des insultes, vous allez parler ici, mais personne ne vous répondra. L'Assemblée nationale n'est pas un lieu de plainte. Vos questions doivent être fondées sur des preuves, mes chers collègues. Dorénavant, vos propos non fondés feront l'objet d'une plainte. Pour le débat organisé, sachez qu'il y a un temps de parole et il faudra respecter ce temps de parole. Vous avez à votre possession le règlement intérieur. Je vous conseille de le lire et de le relire. Je vous remercie. La séance est levée.